La première question qui est posée par Madame Chambourlier concerne le tourisme. Merci, Monsieur le maire. Pour en revenir à l'information sur le tourisme, ma question s'adresse à Michel Dalmas, adjoint au tourisme. Comme nous le savons tous, le tourisme est un élément majeur de notre économie locale. En région PACA, il est apparu que la fréquentation touristique a été moins importante que les années précédentes. La saison touristique s'achevant, pouvez-vous nous indiquer les principaux enseignements de celle-ci et le bilan de cette saison sur hier? Merci. Monsieur Dalmas. Merci. Alors la seule chose qu'on ne fait pas, comme à l'Assemblée nationale, c'est il n'y a pas de bruit, on claque pas les pupitres, parce qu'il n'y a pas de pupitre, on n'applaudit pas les orateurs, bon, il n'y a pas de bronca, et moi je suis pas président de l'Assemblée nationale. Dommage qu'on n'applaudisse pas les orateurs, mais bon. Alors, effectivement, Simone a raison de rappeler que la saison 2016 a été très particulière en matière de tourisme cette année. Vous savez que le tourisme en France a été très impacté par les actions terroristes, à la fois à Paris et dans le Sud, et ça s'est traduit immédiatement par une chute spectaculaire de la fréquentation touristique, notamment des étrangers. Les chiffres dont on dispose aujourd'hui sont les suivants. En France, à Paris, on estime que la fréquentation a baissé de 13% cette saison, ce qui est énorme, hein. Sur PACA aussi, hein, l'attentat du 14 juillet à Nice a été suivi immédiatement par une vague d'annulation. La saison sur PACA la fréquentation sur PACA est estimée à entre moins 5 et moins 6% cette année. Voilà. Donc ça vous donne une idée du paysage dans lequel nous avons travaillé. Alors dans ce contexte, on peut se réjouir du fait que la saison hier a été, je dirais, on a très bien tiré notre épingle du jeu. Si on devait retenir un chiffre ou une idée, 2/3 des professionnels jugent à la fin de la saison que la fréquentation a été satisfaisante et stable. Et les chiffres le confirment. Quand on regarde les produits de la taxe de séjour, on était à fin septembre, parce qu'il y a des décalages de déclaration. En 2016, on était à 1 121 000, et en 2015, à la même époque, à 1 224 000. Donc, vous voyez que c'est à peu près équivalent. Un deuxième élément qu'il faut prendre en compte quand on regarde la saison touristique, c'est évidemment la météo et le calendrier des vacances. Parce que, bon, on est évidemment, le tourisme est très sensible, notamment hors saison, à cela. Alors, on avait bien démarré l'année, de janvier à mars. Par contre, avril et mai ont été très mauvais ici. Il faut redire ça. Avril, on a fait moins 9%, et mai, moins 18% par rapport à l'année dernière, où les ponts étaient très bien échelonnés l'année dernière, pas du tout cette année. Et la météo, qui était mauvaise en mai. Donc, chez nous, c'est direct. L'impact est direct. Voilà, après ça, bon, l'été a été bien, juin, juillet bien, août stable, et la fin de saison très bien, qui a compensé, donc en partie, d'ailleurs jusqu'à maintenant, il a fait beau, hein, il y avait du monde jusqu'à il y a très peu de temps, et qui a compensé le printemps un petit peu laborieux. Voilà, donc finalement une bonne saison, et une très bonne saison compte tenu du contexte. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sous les palmiers, comme on dit ici. Hein, il faut rester vigilant parce que la situation est évolutive, innovant, ouvert. Et surtout, ce qui est important, c'est de rester mobile et réactif dans ce paysage. Parce que on voit bien que quand des événements du type terrorisme, etc., et même météo se produisent, on réserve plus les vacances à l'avance, quoi. On réserve plus 3 mois avant pour l'été, pour 3 semaines. C'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça. 70% des réservations touristiques se font sur les réseaux. Voilà. Vous voyez donc une très grande volatilité, une très grande souplesse, et donc ça appelle de notre part une belle mobilisation. Bon, on l'avait réussi, et pour rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure, on va faire encore mieux parce qu'on est plus nombreux, donc plus intelligents, donc plus de ressources. Voilà. Mais donc la réponse à la question, c'est dans le contexte qu'on a connu, le fait d'avoir maintenu l'activité au haut niveau que nous connaissons. Je rappelle 1 800 000 nuitées marchandes, à peu près autant de nuitées privées
puisque vous savez que le nombre de gens qui ont une résidence secondaire ou qui sont hébergés dans la famille est à peu près équivalent. Donc, Hyères est et reste et confirme sa place dans les très grandes destinations touristiques de la Méditerranée et en France. Merci beaucoup. La deuxième question est posée par le groupe Agir pour Hyères. Monsieur Simulet, en quelques mots, vous la résumez? Oui, quelques mots. C'est relatif à la médiathèque. Victor Hugo, en novembre 1848, disait qui ouvre une école ferme une prison. Donc c'est les vertus de la culture et de l'éducation dans une société qui est chahutée. On a parlé tout à l'heure des contrats de ville. Et donc il nous apparaît en tout cas que la médiathèque peut être un outil formidable, un vecteur formidable justement d'ouverture, et elle n'est pas loin de l'être. Elle n'est pas loin de l'être, c'est-à-dire que son accessibilité est en partie gratuite dans certaines conditions, notamment des conditions de rémunération, pour des jeunes de moins de 6 ans, et il y a 1 heure d'accès Internet gratuit. Notre idée, en fait, elle est née d'une étude un peu de ce qui se pratique en matière de médiathèque, et notamment, comme par hasard, à Bordeaux, puisque le maire de Bordeaux, que vous connaissez, a rendu gratuite sa médiathèque, ce qui a conduit une augmentation très significative du nombre d'adhérents, puisqu'on est passé en 2014 de 32 000 à 41 000 aujourd'hui. C'est une augmentation de 28%. C'est aussi le cas du maire de Lagarde, qui a ouvert sa médiathèque gratuite avec un succès considérable. Donc notre proposition, finalement, monsieur le maire, c'est de dire, est-ce qu'une médiathèque gratuite, c'est pas le geste politique fort qui va accompagner justement cette volonté de ramener ces populations qui sont loin de la culture, qui sont loin des savoirs, dans des lieux où ils vont permettre de poser les bonnes questions, d'apprendre, de comprendre, et aussi, bien sûr, de casser ces ruptures qu'il peut y avoir, selon les revenus, entre les uns et les autres dans l'accès à ce qui est universel, c'est-à-dire la culture et la connaissance de soi et des autres. Monsieur Carasson. Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, mon cher collègue, merci de prendre Alain Juppé pour modèle et de nous le proposer pour réfléchir à la gratuité de la médiathèque. Merci aussi de citer Victor Hugo. Ouvrir une école, c'est fermer une prison, disait-il. Enfin, il est probable qu'il l'ait dit. Mais c'est un postulat auquel on ne peut qu'adhérer, mais la réalité est très loin, n'est-ce pas, de ce vœu, n'est-ce pas, qu'il exprima. Celui de Condorcet, la liberté est impossible à l'ignorant, est quelque chose de plus fondamentalement vrai, et qu'on peut ressentir plus immédiatement. Mais alors, cela étant, quid de la médiathèque d'hier? Alors, c'est vrai qu'elle est payante, mais qu'elle soit payante ne signifie pas que son accès est réservé à ceux qui payent. Car la médiathèque d'hier, toute payante qu'elle soit, reste ouverte à tout le monde. Et pas seulement, encore une fois, à ceux qui payent. Donc, autrement dit, si elle est payante, elle est aussi gratuite. Donc, on a une médiathèque gratuite payante. Le paradoxe n'est qu'apparent. Donc, je vais entrer dans cette réalité. Je vais entrer dans cette réalité. Alors, la médiathèque est gratuite. Dans certaines, si on veut adhérer, voilà, il y a toute cette problématique. On peut aller à la médiathèque sans être adhérent de la médiathèque, sans être inscrit à la médiathèque. Donc tout le monde, c'est en ce sens-là que je le dis, peut aller à la médiathèque. Alors, quel est l'intérêt d'adhérer à la médiathèque? Eh bien, c'est de pouvoir emprunter des documents. Tous les documents qui sont à la disposition du public. Si l'on n'est pas adhérent de la médiathèque, on peut consulter tous les documents gratuitement. Bon, mais on ne les emporte pas chez soi. Voilà, c'est un point qu'il faut souligner. Alors, cela étant posé, on peut adhérer à la médiathèque. Alors là, il y a des conditions. C'est gratuit pour tous les gens de moins de 26 ans. C'est gratuit pour ceux qui sont touchés par les minima sociaux. C'est gratuit pour ceux qui ne paient pas d'impôts. C'est gratuit pour les chômeurs. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Par les temps qui courent. Et bien sûr, le reste de la population est invité à payer. C'est une participation qui est symbolique. Alors, quel est le tarif? C'est 25 € pour les Hyérois, c'est 35 € pour les gens extérieurs à la commune. Alors, être adhérent, donc, permet d'emprunter, permet aussi d'accéder aux postes informatiques. Il y a 10 postes informatiques à la disposition du public. Les gens qui ne sont pas adhérents peuvent aussi accéder aux postes informatiques. Mais ça n'est pas dans le même temps horaire.
quelqu'un qui n'est pas adhérent à la médiathèque, qui entre, n'est-ce pas, librement dans la médiathèque, a devant lui, après avoir présenté sa carte d'identité, 1 heure d'accès au poste informatique. Les adhérents, n'est-ce pas, qui ont montré leur carte, eux, n'est-ce pas, eux ont 2 heures devant eux, mais bien entendu, c'est chaque jour ainsi, n'est-ce pas? Autrement dit, c'est pas 1 heure une fois pour toutes, ce serait ridicule, n'est-ce pas? C'est 1 heure chaque jour. Donc, comment dirais-je, la jouissance de ce qu'offre la médiathèque est réellement ouverte avec une très large palette d'ouverture. Alors, cela étant posé, que donne la médiathèque? Quels sont ses résultats? La médiathèque aujourd'hui, en 2016, presque à la fin de l'année, n'est-ce pas, aura connu une fréquentation de 151 000 visites. Elle est en augmentation par rapport à l'an dernier de 7%. Le nombre de prêts, 315 000 pour 2016, n'est-ce pas, en augmentation de 13%. Et les inscriptions, alors, les inscriptions sont arrivées à 8 000 en 2016, c'est une augmentation par rapport à l'année dernière de 33%. Autrement dit, la médiathèque se porte plutôt bien. Voilà. Alors, vous avez rappelé le déficit, monsieur Charest? Alors, je vais y venir, monsieur le maire. Cela étant, comment dirais-je, la situation n'est pas figée. Il y a une réflexion qui est ouverte à la médiathèque, qui est en pleine évolution, conformément, n'est-ce pas, aux usages à travers le monde des médiathèques aujourd'hui. Les médiathèques ne sont plus des cathédrales du savoir, comme on a pu le dire jadis, n'est-ce pas? Ça devient des lieux de vie. C'est un sociologue américain, Oldenburg, qui a conçu cette notion, n'est-ce pas? Il y a 3 lieux de vie pour les gens. Il y a le foyer familial en général, il y a le lieu de travail, et il y a la médiathèque. C'est sa proposition, n'est-ce pas, sociologiquement. Alors, la médiathèque de la ville d'hier doit devenir, elle aussi, un lieu de vie, ce qui évidemment, n'implique pas qu'elle renoncera à tous les documents relatifs à l'information et au savoir. Alors, cette réflexion, donc, part d'un constat, n'est-ce pas, c'est le coût de la médiathèque. Toutes les médiathèques coûtent de l'argent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de médiathèque qui soit bénéficiaire, ce n'est pas une entreprise commerciale, une médiathèque. La médiathèque dit, alors, et les coûts des médiathèques, fondamentalement à 80-90% un coût de personnel. La médiathèque d'hier emploie 44 personnes et le coût du personnel est de l'ordre du 1,5 million d'euros. Le coût de fonctionnement, c'est-à-dire le renouvellement des documents principalement, n'est-ce pas, est beaucoup plus faible, n'est-ce pas, et il est de l'ordre de 150-160 000 euros. La ville d'hier est un peu au-dessus de la moyenne nationale concernant les villes de 40-60 000 habitants. Voilà. Alors, cela est posé. Alors, c'est le prix de la culture, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Comme toutes choses auxquelles la commune s'adonne, à un prix, le prix du sport, le prix du scolaire, le prix du social, etc. N'est-ce pas? La discussion ne porte pas sur ce point. Mais, comment dirais-je, la gratuité de la médiathèque ne peut pas se concevoir en relation avec cette donnée-là. Les recettes que procure l'inscription à la médiathèque, les recettes sont symboliques. C'est les gens qui participent, qui acceptent d'entrer, n'est-ce pas, dans l'action de la médiathèque et de participer. Ce n'est pas avec ces recettes qu'on arrivera à un équilibre qu'on n'obtiendra jamais, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le but. Mais il faut être conscient de tout cela et des efforts donc que la médiathèque demande à la ville d'hier, qu'elle produit volontiers, parce que, je viens de le dire, n'est-ce pas, c'est un geste notable en faveur de la culture, du savoir. Encore une fois, l'ignorance étant notre principal ennemi. Alors, la situation n'est pas figée. On réfléchit donc à une restructuration de la médiathèque, à des économies en matière de robotisation pour ce qui concerne la gestion des prêts, aller-retour, et donc avec cette notion d'un lieu de vie. Alors, on pourra réfléchir en même temps à une possible gratuité, mais en tout cas, que la médiathèque soit payante aujourd'hui ne pénalise personne. C'est un point qui est notable aussi, n'est-ce pas? L'ouverture est entière à tous les héros et aux gens de l'extérieur. Voilà. Cela dit, je vous remercie de vous y intéresser. Merci. La troisième question, le groupe Hier Bleu Marine, M. Collet, sur l'urbanisation de la commune.
Oui, monsieur le maire, merci. 2 questions d'actualité qui, j'espère, seront retenues comme étant des questions locales. Alors, la première, l'urbanisation de la commune, au travers de nombreux programmes de construction de logements, fait de plus en plus réagir les habitants des quartiers concernés, faisant valoir leur opposition au projet décidé un peu trop arbitrairement par la municipalité. Dernière réaction en date, celle du CIL du Vianney, concernant le projet des Vignes Vierges, 80 logements dans un environnement déjà largement densifié. Face à toutes ces oppositions qui concernent plusieurs quartiers de notre commune, et sans préjuger de ce que dira le rapport de l'enquête publique sur le PLU, j'ai à l'esprit l'aménagement entre autres de la Lac des Rougères, serez-vous, monsieur le maire, disposé à infléchir votre politique d'urbanisation le moment venu, ou imposerez-vous votre volonté contre la volonté des Hérois? Car, afin de conserver son cadre et sa qualité de vie, notre commune a besoin de continuer de respirer. Bien, merci beaucoup. Alors, parmi les choses que je veux commenter d'emblée, c'est que l'on peut penser qu'un maire a une volonté qui veut s'imposer à la volonté de ceux qui sont ses citoyens et qui l'élisent. Ça me paraît tellement original de penser qu'un masochisme tel peut être au pouvoir que ce commentaire me paraît déplacé. Je voudrais attirer votre attention, Monsieur Collet, sur le fait qu'on ne fait pas de la politique hors sol et que on se trouve dans un cadre, dans des contraintes, dans des réglementations qu'il faut respecter. Ou si on ne les respecte pas, la sanction est imminente. Nous avons, dans le cadre de la réforme du PLU, ce que l'on appelle un porté à connaissance de l'État, c'est-à-dire des obligations qui nous sont données par l'État, qui consistent, pour satisfaire aux obligations de la loi Allure, encore la loi Allure, qui impose à toutes les communes de France, quelles qu'elles soient, d'avoir 25% de logements sociaux sur leur territoire. Nous en avons 12. On nous impose donc, pendant la durée du futur PLU, c'est-à-dire 10 ou 15 ans, de construire, le chiffre est écrit par l'État, 3400 logements sociaux supplémentaires. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas construire que des logements sociaux, parce que le prix des terrains est tel qu'il faut l'amortir sur des logements libres, et parce que ce serait créer des cités de logements sociaux, ce que nous ne voulons pas, parce que nous adhérons à la mixité sociale. Donc 3500 logements sociaux, ça impose de faire à peu près 10 000 logements, dont 35% seraient sociaux, 3500. C'est une contrainte. Ceux qui l'ignorent ne savent pas que l'État, la préfecture, peut annuler le PLU, déférer au tribunal administratif et aller plus loin, c'est-à-dire, si nous n'obtempérons pas, prendre le pouvoir urbanisme, et c'est le préfet à ce moment-là qui applique la politique de l'État et qui à ce moment-là ne le fait pas avec le dos de la cuillère, si vous permettez l'expression, mais tartine où il le souhaite. Première observation. Deuxième observation, c'est pas une menace, c'est une réalité. Nous allons, à terme, sans doute, évoluer vers le statut de métropole. Quand le statut de métropole est déclaré, le PLU est défini par la métropole. Et vous comprenez bien que quand on est sur un ensemble plus vaste, avec plus d'anonymat dans la décision, les intérêts d'une commune particulière, hier en l'occurrence, sont moins bien respectés. Donc voilà les contraintes, Monsieur Collet. Les ignorer, c'est soit de l'ignorance, je m'en excuse, soit la volonté de ne pas, de faire un peu de politique politicienne. Parce que la contrainte, elle s'impose à tout le monde, que l'on soit de droite, de gauche, du milieu ou d'ailleurs, c'est la contrainte. Deuxième réalité que je voudrais souligner. Vous dites, il ne faut pas densifier dans les parties les plus urbaines. Par exemple, au Pianet. Par exemple, rue Barbezan, etc. Mais alors où? En terres agricoles? Interdit. Dans les espaces naturels, interdit. Si on n'urbanise pas à l'endroit qui est déjà urbain, on ne peut pas le faire. Et vous seriez le premier, et vous le ferez de toute façon, puisqu'une contradiction, c'est pas un inconvénient, à vous opposer à des ouvertures d'urbanisation en terres qui ne sont pas aujourd'hui urbanisables, et qui le deviendraient, qui passeraient d'agricole à urbaine. Il faut bien mettre les choses quelque part. Nous avons une difficulté supplémentaire. Nous sommes dans une ville où on ne peut pas refaire, comme le suggère la loi Allure, la ville sur la ville. C'est-à-dire, par exemple, c'était évoqué tout à l'heure, raser des quartiers entiers et au lieu et place de skier, monter des immeubles et mettre du monde. Parce que nous avons, dans toute la vieille ville, un village médiéval et il faut le conserver, à la fois pour des raisons éthiques, pour des raisons d'identité, mais par l'obligation
que nous ont fait l'architecte des bâtiments de France et ce que l'on appelle l'AVAP, c'est-à-dire une obligation de respecter le patrimoine et l'environnement. Ensuite, quand on descend, on a toutes les avenues victoriennes. Vous êtes sur l'avenue Clotis, après l'église anglicane, tout ce quartier-là doit être préservé, parce qu'il fait partie de l'identité de hier. Et quand ensuite on descend encore, on se retrouve dans un habitat qui ne peut que très difficilement être augmenté, mais ce sont des immeubles. Alors bien entendu, on peut décider de supprimer un immeuble de 5 étages pour en faire un de 8, mais vous reconnaîtrez que ça n'est pas très opportun. Donc on est véritablement coincé dans cette commune, et il est naturel, tout en tenant compte de la périphérie et de l'environnement, de privilégier les zones déjà urbanisables. Par exemple, les Rougères, par exemple, la Crestade de Milune, etc., par exemple les Grès, pour réaliser des opérations. J'ajoute que parfois, les choses nous échappent. Quand on évoque le problème des bosquets, le terrain appartient au logis familial varois. Et tout pétitionnaire dans une commune qui est propriétaire sur un terrain urbanisable, s'il dépose un permis qui est conforme aux règles, ce sera accepté. Tout ce que nous pouvons faire à ce moment-là, c'est d'essayer d'inciter à la meilleure intégration, à la meilleure architecture, de préserver des espaces verts, de préserver des zones de circulation douce, etc. Voilà la réalité. Et je crois qu'il n'est pas convenable, mais c'est pas à vous que je m'adresse, d'avoir une attitude qui nie dans la réflexion que l'on fait, les condamnes qui se posent. Quand je lis un fichier votre politique d'urbanisation, mais ma politique d'urbanisation, elle est terriblement sous contrainte. Vous qui êtes étudiant en sciences économiques, vous faites de la maximisation sous contrainte. C'est ça la définition de l'économie. C'est l'optimisation, maximisation sous contrainte. C'est pas la maximisation en ignorant les contraintes. Ça, c'est fondamental. Quand je dis votre volonté contre la volonté des Hiérois, c'est une façon, là, la traduction politicienne de l'erreur initiale d'appréciation, qui n'est pas très élégante. Voilà, les réalités sont celles-là, elles sont incontestables, et il serait cruel que certains qui les ignorent soient un jour aux responsabilités, parce qu'ensuite, si on n'obtempère pas, on est mis en carence. C'est un détail que j'ai oublié de signaler. La carence veut dire que les 700 000 euros déjà que nous devons par insuffisance peuvent être multipliés par 3, 4 ou 5, et on a un Premier ministre qui suggère que ce soit encore augmenté, et à ce moment-là, les mêmes personnes qui, par leur décision, nous auraient mis en carence, diraient c'est un scandale d'augmenter les impôts. Mais comment on fait si demain, on a 10 points d'impôt de pénalité? Alors c'est pas du rêve. Il y a des villes en carence. L'Accro est en carence. Carqueiranne est en carence. Sifour est en carence, La Valette est en carence. C'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Donc je crois qu'il faut être responsable. Il faut préserver à tout prix l'identité de la ville, c'est-à-dire que la totalité des espaces naturels sont maintenus, que nous avons même augmenté le territoire agricole de 150 hectares, mais que on ne doit pas renoncer à construire lorsque cela est nécessaire. J'ajoute que même si l'injonction de l'État n'était pas aussi pressante, je parle notamment aux nouvelles générations, mais les nouvelles générations jusqu'à 40 ou 45 ans, il y en a un peu assez que quand ils veulent s'installer, la plupart vont à l'Accro, à Pierrefeu, à Carnoul, parce que ici on ne trouve pas. La volonté que nous avons, c'est aussi de fixer sur le territoire une population ayant une forte vitalité, c'est-à-dire la population des jeunes actifs, parce qu'autrement, quand une ville comme la nôtre garde 56 000 habitants depuis 10 ou 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 56 000 qu'il y avait, ils ont 10 ans de plus aujourd'hui. Et si on continue dans 10 ans, les 56 000 qui existent auront 10 ans de plus aujourd'hui. Regardez ce conseil municipal et vous imaginez que le programme qui est proposé au casino que décrivait Madame Bernardini, au lieu d'avoir des gens que vous connaissez déjà pas, etc. La prochaine fois, ce sera Damien, Édith Piaf, Jean Bretonnière, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'Antiquité. Voilà. Donc il faut être responsable, c'est ce que je voulais affirmer dans ma réponse. Monsieur le maire. Non. Question, réponse. Quatrième question, elle concerne, la quatrième question concerne le groupe majoritaire. Oui, attendez, vous l'avez en plus écrit, eh bien moi j'ai répondu. Monsieur Sébastien Faté-Diaguiol, sur la prévention des risques. Alors, ma question s'adresse à Jean-Marc Gély, adjoint au maire délégué à la sécurité. Ces derniers jours, nous avons une nouvelle fois été placés en vigilance orange. De fortes averses se sont abattues sur la commune et le niveau des cours d'eau a rapidement augmenté.
La commune dispose pour faire face à ces risques d'un plan communal de sauvegarde dont il serait intéressant que vous nous rappeliez aujourd'hui le fonctionnement. Par ailleurs, le service infrastructure et systèmes numériques de la ville de Hyères a développé une application mobile dont l'objectif est d'informer la population en temps réel des risques. Monsieur l'adjoint au maire, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de l'ensemble de ce dispositif? Merci. Que j'ai dit. Je vais répondre, puis excusez par avance mes collègues, excusez-moi, je vais peut-être être un peu redondant, mais je vais profiter de la présence de ce nouveau public pour revenir sur un certain nombre de détails concernant ce plan communal de sécurité. Je rappelle le contexte de la ville d'Hyères, que vous connaissez tous. Cette ville est principalement soumise à un risque d'inondation des deux cours d'eau, le Gapeau et le Roubaud, et évidemment de leurs affluents. La zone littorale de la commune, également, peut être exposée à un phénomène de surcote marine, surtout par vent d'est, qui représente un facteur aggravant lors des épisodes de crue. De plus, les phénomènes significatifs de ruissellement urbain saturent fréquemment les capacités du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui a été conçu, évidemment, dans une période antérieure et qui maintenant n'a pas toujours la capacité d'absorber les phénomènes de pluie. Le plan communal de sauvegarde, alors pour revenir aux acronymes, le PCS, est obligatoire pour les villes dotées d'un plan de prévention des PPR. On ne s'en sort pas des acronymes. Ce qui est le cas pour la commune, et ce document est arrêté par Monsieur le maire. Le PCS, donc le plan communal de sauvegarde, permet d'anticiper les risques afin de sauvegarder les vies humaines, de réduire les atteintes aux biens et de protéger l'environnement. Ce PCS, il définit les risques présents sur le territoire communal et surtout une organisation municipale fonctionnelle et réactive. Parce que ce plan, une fois qu'on l'a défini, encore faut-il le mettre en place. Et ce PCS a un outil majeur qui est la cellule de crise. Alors cette cellule de crise communale, qui est l'organe opérationnel de la ville en cas d'événement grave, il est implanté dans les locaux de la délégation prévention sécurité, c'est-à-dire, vous connaissez tous l'hôtel de police, au premier étage de l'hôtel de police sur le boulevard Gambetta, et cette cellule de crise est dotée des équipements de communication et du matériel nécessaire au bon déroulement d'une gestion de crise. Elle est déclenchée, cette cellule de crise, elle est déclenchée lors d'une vigilance météorologique impactant le territoire communal afin d'anticiper les actions à réaliser ou bien lors d'un événement grave qui peut subvenir, un accident industriel, un plan hors sec, des transports de matières dangereuses, etc., etc. Donc la cellule de crise, cette fameuse cellule de crise, via son poste de commandement communal, son PCC, elle a pour mission de coordonner tous les moyens communaux, intercommunaux, associatifs. Elle centralise et elle répercute toutes les informations utiles, ceux de la préfecture, de la population et des partenaires institutionnels. Elle accompagne au plus près la population dans toutes les assurances, le relogement, le soutien technique. Et elle pilote les plans d'action de lutte contre les inondations, hermétisation des voiries, nettoyage ciblé du réseau pluvial. Alors, quels sont les outils et on va arriver tout à l'heure à cette fameuse nouvelle appli. Quels sont les outils dont dispose cette cellule de crise? Alors, le premier outil, c'est Product Service. Product Service est une société qui propose à la commune un service innovant d'aide à la décision en matière de gestion du risque inondation. Cet outil est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il permet d'évaluer et de suivre en temps réel la situation hydrologique sur des zones précises de la ville.
cet outil était extrêmement spectaculaire. Si on avait le temps, je vous proposerai un jour peut-être de passer voir lorsqu'il est en marche, lorsqu'il est en fonction. C'est présente sous forme d'un écran, un très grand écran, sur lequel il y a en réel, en direct, en live, la situation météorologique de la région. Et on voit parfaitement, les déplacements nuageux, et c'était extrêmement utile, et spectaculaire, utile à la cellule de crise. Ce service nous permet de consulter c'est via Internet, bientôt vous avez compris, un plan d'action sur le territoire communal, la situation météo actualisée sur les zones sensibles, les documents d'aide à la décision. Lors d'une gestion de crise, la vigie de la société est disponible 24 heures sur 24 afin d'aider le poste de commandement communal dans ses prises de décision opérationnelles. Alors, c'est effectivement une cellule qui fonctionne jour et nuit et qui entraîne pour ses responsables et pour les personnes qui s'en occupent, c'est arrivé cette semaine, effectivement, une présence de nuit qui est évidemment difficile physiquement pour les gens qui s'en occupent, mais qui permet de surveiller la situation et d'informer, si nécessaire, la population des dangers qui peuvent survenir. Alors, quel est un autre outil qui est extrêmement spectaculaire? Ce sont des sondes de surveillance du GAPO. Afin d'anticiper dans les meilleurs délais les phénomènes de crue du GAPO et du Réal Martin, les membres de la cellule de crise communale utilisent les services Vigie Crue pendant toute la durée de l'événement. Ce service permet de connaître le niveau du GAPO en amont, Soliès-Pont et les bassins versants, jusqu'à l'embouchure au moyen des sondes qui sont disposées sur le fleuve. Il est à noter que la commune a installé sa propre sonde afin d'avoir un point de concordance avec les données du service de prévision des crues. Et on a une caméra qui donne l'image, effectivement, on a dans cette cellule de crise, en direct, une vision, si vous voulez, du GAPO, sa hauteur et de l'élévation de son niveau, et qui nous permet de réagir très rapidement. Il y a donc cette caméra de surveillance du GAPO qui a été installée en 2011. Et ce matériel est disposé en face du point de déversement du fleuve, permettant ainsi une vigilance accrue à cet endroit. On va résumer peut-être. Nous disposons également d'un système d'alerte. La commune s'est équipée d'un système automatisé de gestion d'alerte et d'information à la population auprès de la société Gédicom. Cette solution qui est téléalerte est composée de 2 services, une solution d'alerte multimédia grâce à des listes prédéfinies de contacts de la population. On peut envoyer des messages téléphoniques à toute la population, etc. Oui, j'en arrive à là, il faut conclure parce que j'en arrive à l'application hier risque. Le service informatique de la municipalité, de la mairie, sur lequel j'attire votre attention, qui est d'une compétence remarquable, a mis au point une appli qui s'appelle Hier Risque. Et conformément aux directives de l'État, cette appli permet aux citoyens d'être acteurs de sa sécurité lors d'un événement grave sur les territoires communaux. Alors, je ne vais pas plus loin sur cette appli parce que nous avons prévu le lundi 5 décembre à 18h dans l'amphi de la médiathèque une présentation de cette application au CIL. Elle permet effectivement d'avoir sur le smartphone. Et l'entrée sera gratuite. Voilà. Ça vous permet une fois que vous avez enregistré cette appli, de consulter tous les éléments que je viens de passer en revue. Voilà. Excusez-moi, c'était un peu long, mais je pense que c'est important, surtout que nous venons de connaître un épisode important et nous étions directement concernés. La question suivante, c'est le groupe Bière Bleu Marine, M. Collet, sur les nuisances sonores. Ah, oui. Attends, non, la question d'abord. Monsieur Collet. Oui, elle est brève, oui, elle sera plus brève que ta réponse, c'est sûr. Monsieur le maire, question numéro 2. En espérant ne pas être désagréable cette fois avec vous, car si je l'ai été à la première, ça n'était pas l'objectif, ils m'ont envoyé désolé. Voilà, question numéro 2. Alors que de nombreux Hiérois s'insurgent de plus en plus contre l'augmentation des nuisances sonores liées à la circulation des 2 roues en ville,
Seriez-vous, monsieur le maire, favorable à l'organisation d'une campagne de sensibilisation et de prévention sur ce problème qui perturbe nos concitoyens, qui perturbe le quotidien de nos concitoyens, considérant que cette action avait déjà été expérimentée par le passé sous l'impulsion d'une association locale avec de bons résultats. Et je profite qu'il y ait ces jeunes parce que cela s'était fait en l'occurrence à l'occasion des rentrées scolaires. C'est l'association que vous dirigez, non? Tout à fait, vous êtes D'accord. en mémoire. Non, c'est pour... Il peut y avoir de l'autopublicité quand même. Je vous en prie. C'est dommage que vous l'ayez dissoute. Allez-y. Vous étiez le dernier membre et bon. Vous avez d'ailleurs dans votre hémicycle d'autres... Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ouais, il m'a fait perdre le fil, là, c'est terrible. Alors, considérant que cette action est voilà, de bons résultats, et engager à l'issue des actions plus dissuasives afin que les Lierrois retrouvent une légitime tranquillité. Alors, je rappellerai que cette question, on ne l'a pas tirée du chapeau. Elle fait l'objet de constats et de retours d'un certain nombre de Lierrois. Voilà. On enchaîne sur un autre sujet de voie publique qui fait également beaucoup réagir et qui concerne la circulation des bus sur notre commune, sans que, bien évidemment, il ne soit question de remettre en cause leur présence et le service rendu. Néanmoins, la circulation de ces bus génère des perturbations sur lesquelles il nous semble nécessaire de réfléchir afin d'y apporter des réponses et des solutions. Embouteillage, insécurité sur la voie publique. Je citerai juste un exemple très rapide. Le secteur du Golf Hôtel, on vit des situations effroyables en termes de bouchons, d'insécurité, etc. Deux actions prioritaires qui devraient s'inscrire dans le cadre du PLU-PDU. 1. Un réaménagement des aires d'arrêt dédiées aux bus afin de ne pas bloquer la circulation. 2. Un remplacement des moyens de transport actuels en limitant leur gabarit, considérant qu'ils ne sont plus adaptés à l'augmentation du flux général de la circulation en zone urbaine, tout en constatant un taux de remplissage rarement optimum. Pourriez-vous, monsieur le maire, nous donner votre avis et votre réflexion sur ce sujet? Ça va, je n'ai pas été trop désagréable. Bien. Merci beaucoup, monsieur Collet. Monsieur Gély. Oui, concernant les nuisances sonores, vous savez bien, chers collègues, que nous sommes évidemment régulièrement interrogés dans nos réunions avec les CIL sur ce problème des nuisances sonores, et en particulier sur la circulation des deux roues. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la police municipale depuis un certain temps de renforcer de manière prioritaire la répression concernant les atteintes à l'environnement dont font partie ces nuisances. Au-delà des nombreuses verbalisations, immobilisations de ces véhicules que nous faisons, les agents de la police municipale interviennent dans les établissements scolaires pour mener des campagnes de sensibilisation. Je ne sais pas si cette classe a déjà bénéficié de cette sensibilisation, mais très prochainement, une opération conjointe avec la police nationale va être mise en place. Les motards des deux forces de police procéderont à l'interception de tous les deux roues et ceux-ci feront l'objet d'une vérification complète, documents administratifs, émission de bruit gênant, organes de sécurité. C'est ce que je peux vous dire dans l'actualité, ce que nous allons faire en attendant peut-être d'évoluer vers une solution que vous proposez. En ce qui concerne le problème des bus, nous sommes tous conscients que la circulation des bus en centre-ville, nous rencontrons régulièrement les prestataires de transport, Varlib et Mistral, et ils ont eux-mêmes, à la suite de nos demandes, invité les chauffeurs à couper le contact lorsqu'ils sont en régulation pour limiter la pollution et les nuisances sonores. De plus, dès lors qu'un projet d'aménagement de voirie doit être réalisé, monsieur le député maire nous a demandé de privilégier les aires dédiées aux bus plutôt que les arrêts sur chaussée pour limiter l'impact sur la circulation. Ces aménagements ne pourront pas être réalisés partout, compte tenu, bien entendu, des contraintes imposées sur les largeurs de voirie. Nous travaillons déjà en collaboration avec nos partenaires sur le dimensionnement des bus
en fonction de la ligne empruntée. Nous sommes tout à fait conscients de l'incompatibilité de cette dimension dans certaines voies. Certaines lignes bénéficient dès à présent de véhicules à gabarit réduit. Ce moyen de transport en commun de qualité nous paraît tout de même être le plus adapté sur les trajets urbains et périurbains. Quant au taux de remplissage des bus, il s'effectue tout au long du trajet sur la ligne et il faut en tenir compte. Voilà ce que je pouvais vous répondre, mon cher collègue. Merci beaucoup. La dernière question est posée par le groupe majoritaire, Nathalie Pebrel. Merci, Monsieur le maire. Cette question s'adresse à vous. L'hôtel-restaurant Les Voiliers a été exploité jusqu'au 31 décembre 2015 sur une parcelle dont la commune est propriétaire sur le port d'Hyères. Afin d'améliorer l'image et l'attractivité du port, la municipalité a souhaité vendre le site en vue d'accueillir un nouvel immeuble à vocation hôtelière. Le principe de la désaffectation et de la vente a été approuvé par délibération de notre conseil le 24 juin dernier. Dès lors, la commune a engagé une consultation pour retenir le futur acquéreur. La date limite de remise des offres était fixée au 10 novembre 2016. L'analyse des offres est actuellement en cours et une délibération sera présentée au conseil municipal début 2017 pour approuver la vente aux candidats retenus. Alors, face aux rumeurs les plus folles qui circulent sur ce projet, pouvez-vous, Monsieur le maire, nous rappeler ce que prévoit précisément le cahier des charges? Merci beaucoup. Donc vous avez dit beaucoup de choses et je vous en remercie. Un jury a été constitué qui intègre d'ailleurs une personnalité de l'opposition. Il y a toujours cette préoccupation de transparence et c'est Monsieur Cabayer, du groupe le plus important des minorités, que j'ai convié. J'ai moi aussi eu connaissance de tracts anonymes sur le port, disant n'importe quoi, et donc je suis heureux de faire une mise au point. Disons par exemple que l'hôtel allait englober la voilerie Russo, qu'il utilisait tout le terrain, qu'il était plus haut que les immeubles, etc. Soyons clairs, cette réalisation se fait dans le cadre du projet de PLU qui lui donnera l'autorisation. L'hôtel ne sera pas plus haut et même un peu moins haut que l'ensemble de la barre de bâtiment qui est sur le port, qui est à 21 mètres en moyenne. De l'autre côté de la route, là où il y a Voilerie Russo, je vais notamment demander de baisser ce qu'il y a au PLU, puisqu'il faut être en harmonie avec le R+1 de la base nautique, du Centre professionnel du nautisme et de la Voilerie Russo, et donc il n'y aura que du R+1. Nous sommes très attentifs, et ce sera noté au PLU, pour qu'il y ait une visibilité qui ne soit pas altérée par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire que toute la partie qui est partie terrasse des voiliers, aujourd'hui, ne sera pas bâtie ou au minimum en rez-de-chaussée, ce qui ne conduira pas à obérer la vue. Et nous avons, dans le cahier des charges, souhaité, bien sûr, que ce soit un hôtel de bon niveau, mais qu'il y ait aussi une capacité d'accueil du type résidence de tourisme, de telle façon que les compétitions de voile puissent trouver là une destination, même si, comme elle se déroule en général hors saison, il peut y avoir, par-delà la partie résidence de tourisme, des négociations de prix avec l'hôtel. Voilà la réalité. Il y avait 7 dossiers qui ont été retirés, 2 dossiers ont finalement été rendus, le jury va se réunir et retiendra la meilleure des solutions, mais ce genre de tracts anonymes qui circulent, bon, bien entendu, ils sont anonymes, je ne peux pas savoir d'où ça vient, peu importe, c'est pas une bonne façon de procéder. Ils ont d'ailleurs toute liberté, les personnes qui distribuent, de venir voir le cahier des charges en mairie et de regarder le PLU. Ils auront les réponses. C'est pas ma conception de la politique. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je remercie infiniment les jeunes qui ont eu la patience d'assister à ces débats jusqu'à maintenant, mais je crois me faire l'interprète de mes collègues. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Et si à chaque fois, que ce soit maintenant, Jean Écart ou n'importe quoi, une classe de terminale était présente, nous ne pourrions que nous en réjouir. Merci beaucoup.